Ladies and gentlemen. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Hey, hey, c'est un nouveau numéro avec jus de melon. Salut la compagnie, salut cher ami, ça va? Tranquille? Salut, eh ben écoute, ça fait très plaisir de t'avoir dans l'émission. Plaisir partagé. En plus, on va parler d'un film d'anticipation qui ressort un peu en ce moment là. Donc, on va être un peu dans un c'est pas vraiment hors série, hein, ça sera un entretien Septima récréatif, mais on l'a décidé un peu comme ça au dernier moment, donc ça va être un peu improvisé. De toute façon, toi, jus de melon, l'improvisation, de ce que j'ai compris, c'est ton dada, quoi. Ouais, on va dire ça. J'ai l'habitude de parler des films comme ça. Mais bon, improvisation, mais voilà, il y a toujours une petite page Wikipédia pas loin au cas où, parce que faut pas dire trop de conneries quand même. L'improvisation travaillée, quoi. Bah, écoute, en tout cas, donc, pour parler de toi, bah, il faut parler de ta chaîne YouTube, donc où justement tu parles tu fais en général des vidéos pour pour plein de films, et tu discutes du film, tu donnes un peu les caractéristiques, et puis après tu expliques aussi certaines choses du film. Ouais, voilà, ça, je donne mon ressenti, puis j'essaye de voir un petit peu des thématiques qui m'ont plu, etc. Sans forcément spoiler, sauf sur des films peut-être voilà, qui sortent au cinéma, ou quand je fais des duos, souvent quand je fais des duos, on part en spoiler, parce que ça part dans tous les sens. Mais voilà, des films dont il n'y a pas de limite de genre, d'époque, comme ça. Voilà. Des films que je découvre, des films que je revois, des films cultes, voilà, tout. Ce que j'allais Pratiquement. dire, il y a tu t'intéresses vraiment à plein de cinéma. T'es pas Oui, du tout focus sur que ça soit des films anciens, que ça soit. Enfin, t'as une palette qui est assez large. Et c'est ça aussi qui rend vachement intéressant ta chaîne, c'est en plus, tu produis, genre, je sais pas, tu dois mieux savoir que moi le nombre de vidéos, mais là, en regardant un peu ta chaîne, donc ça fait 3 ans et demi ouais. que tu fais des vidéos cinéma, il y a un rythme de production qui est assez intense, quoi. Bah là, je suis à une par jour depuis plusieurs mois maintenant. Ça ne veut pas dire qu'après, il va y avoir des petites pauses de temps en temps. Là, quand même, au mois d'août, je vais partir un peu en vacances. Donc, selon ce que je fais, selon la vitesse d'upload, là où je suis aussi, parce que voilà, là, j'ai la chance, j'ai la fibre aussi. C'est-à-dire, je fais une vidéo, 10 minutes après, elle est en ligne aussi. Ça aide dans l'impro. Mais ouais, là, j'en suis à 1140, combien? 1145. Déjà, il y en a même d'avance. J'ai toujours 4-5 d'avance, comme ça, après, je suis tranquille. Si j'arrive pendant 2-3 jours, je me fais un break. Donc voilà. Mais ouais, après, des fois, il y a des thématiques. Des fois, je suis sur un réal que je vais suivre sur quelques mois. Je vais faire chaque semaine un petit réal ou des films qui sortent au cinéma bientôt. Tiens, je revois ou un film du réal, ou par exemple, ici, en ce moment, OSS 117, je me suis revu les deux. Voilà, des petits détails comme ça, mais souvent à l'envie ou parce qu'on me conseille des films. Et tiens, il y a des films qui reviennent plusieurs fois dans les recommandations, où des gens en parlent, et bon, allez, ou je le revois, ou je le découvre. Voilà. Et c'est ça la magie du cinéma, c'est que c'est infini. C'est qu'il y a des films, il y en a partout, de toute nationalité, de toute époque, de tout style, et on s'ennuie jamais en fait. Ah non, il n'y a pas de quoi s'ennuyer, comme tu dis, hein. Ouais. Donc, je parle souvent des hauts faits, donc c'est ce que les points forts que je trouve en tout cas. Et moi, je voulais te demander un peu donc l'improvisation. Comment ça se passe exactement quand tu fais tes vidéos? Parce que est-ce que c'est vraiment de l'impro après avoir vu le film, ou c'est quand même tu travailles un petit peu Alors, tes vidéos? bah, ça dépend en fait, parce que souvent quand je sors du cinéma, je fais la vidéo dans la voiture direct derrière, ou même chez moi, des fois je fais la vidéo derrière. Mais parfois, voilà, je peux laisser passer 3-4 heures ou le lendemain, selon l'envie, selon ce que j'ai à faire après.
Et fatalement, plus tu laisses de temps, plus tu travailles indirectement dans ta tête ce que tu vas dire. Après, même dans l'impro, je séquence. Voilà, je présente le film, casting, voilà, mon avis. Enfin, d'abord le synopsis, mon avis, puis après j'essaye de voilà. Mais même si j'essayais de préparer quelque chose dans ma tête, j'oublierais toujours quelque chose. Ou au moment où je lance l'enregistrement, il va toujours y avoir un truc auquel j'avais pas pensé qui va sortir, quoi. Donc que ce soit une anecdote ou donc je pourrais avoir. J'ai pas de ligne directrice. Je fais pas tac tac tac. Je sais à peu près le plan, mais après voilà. Mais l'impro, de toute façon, ça se travaille ou pas. En fait, si on regarde mes premières vidéos, franchement, moi, je peux plus. Si je tombe dessus par hasard parce que j'ai un vieux commentaire et tout, je ne peux pas. C'était pas bon, les 200 premières vidéos, je peux pas, quoi. On progresse avec le temps et c'est ça qui est bien aussi. Ouais. C'est que ça fait un témoignage de comment tu te sens face à. Voilà. C'est un exercice pas facile hein, de parler tout seul devant une caméra et puis justement de bien réussir à structurer quand même son propos. Donc c'est sûr que c'est pas du tout le même exercice que de faire un entretien comme on fait là où on échange, ça permet de rebondir et tout ça. Là, en fait, le rythme se crée tout seul, alors que tout seul et comme ça en forme d'impro. Moi, je suis toujours assez impressionné quoi, par cette faculté de pouvoir s'exprimer comme ça en étant enregistré. En plus. Il y a toujours cette petite. Enfin, bon, après, ça part avec l'habitude, mais le fait de se retrouver à parler tout seul devant une caméra, c'est un exercice. Ouais, et puis après, j'ai de la chance, mon métier m'aide. Voilà, comme je suis prof, parler, pas seul, mais prendre la parole, quoi. Après, on parle jamais seul. Moi, je me dis, voilà, je parle face à une caméra, mais je sais qu'il y a des gens derrière. Enfin, il y a des gens, il y a une personne souvent qui écoute. Donc, ouais, c'est un exercice. On se rend compte quand on se lance qu'on est soi-même, mais on parle pas de la même manière que dans la vie de tous les jours, par exemple. Je vais pas arriver devant les gens, devant la boulangère. Salut la compagnie, alors je voudrais du pain. Voilà, c'est presque un petit peu théâtral, mais on reste soi-même quand même. Ah, mais j'ai constaté que tu faisais pas. Alors, j'ai pas tout regardé, hein, mais que tu faisais pas beaucoup de cuts. Enfin, t'étais quand même. Ah, j'en fais pas. T'en fais pas. Hein, j'en fais pas. Par exemple, si je bafouille au milieu, bah, je bafouille au milieu, quoi. Il y a qu'un truc qui m'est. Par exemple, il faut que l'intro soit nickel. C'est-à-dire que j'ai plein de bêtisiers. Si au bout de 30 secondes, je dis une connerie ou que hop, je recommence. Mais après, une fois parti, bah, voilà. Après, peu importe, même des fois, je dis des grosses bêtises. Hein, je vais me tromper sur le nom de l'acteur. J'ai en mémoire, c'était le film Tremors, où je me suis trompé sur le nom de l'acteur principal pendant tout. J'ai dit que c'était Val Kilmer, alors que c'est Kevin Bacon. Ou l'inverse, je sais plus. Toi, tu finis par douter de toi-même. Donc, bon, bah, c'est pas grave. Ouais. Ça m'avait fait marrer parce qu'avec le recul, cette vidéo, elle va être culte parce que je me trompe sur l'acteur, mais je le dis 5 fois en plus, bien facile, quoi. Mais voilà, c'est des détails, mais c'est pas grave. Après, on dit tous des conneries, hein, de toute façon, à un moment ou à un autre. Hein. Ça, c'est sûr. Quand c'est filmé, après, ça reste un peu plus, quoi. Voilà, mais c'est pas grave. Il y a aussi ta participation à des lives. Donc, tu avais fait des lives chez Megamax et chez d'autres. Et c'est comme ça que moi, je t'avais découvert. Donc, écoute, Jules Melon, peut-être que tu as encore quelque chose à dire sur ce que tu fais ou Non, sinon... mais ce que tu as dit sur les lives, c'est intéressant parce que j'aime aussi beaucoup faire des projets, voilà, que ce soit à deux ou sur des lives sur ma chaîne ou sur les autres, Nico Ciné aussi, voilà, plein de lives. Enfin, moi, je suis ouvert. Après, Micro Ciné aussi bientôt. Bah, récemment, voilà, on a fait déjà deux entretiens et récemment, bientôt un autre. Où on sera 3, je crois, normalement. Hein. Et peut-être que ça va se faire, on sait pas. Je sais pas quand tu publieras ou quand il publiera lui, donc ça va être le mystère qui sera là avant. Mais voilà, non, mais c'est ça aussi, c'est la magie de YouTube, c'est que on rencontre des gens et on discute comme ici, par exemple, avec toi, et on apprend et on échange et on apprend et on grandit de ces échanges. Voilà. Complètement. Alors, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert aussi avec YouTube, c'est le fait de pouvoir partager avec des gens passionnés qui sont, du fait d'être passionnés, forcément passionnants. Donc, c'est toujours vraiment des super échanges. Et tout ça autour du cinéma, quoi, qui est quand même très fédérateur, quoi.
Bah écoute, on va passer du coup au gros morceau, quoi. Donc je vais faire un petit rappel donc, de la thématique, les entretiens 7e art et créatif. Donc c'est des entretiens où on revient sur des films qui abordent les drogues, mais pas nécessairement vraiment comme sujet principal. Là, dans le film qu'on va faire aujourd'hui, c'est un détail presque, enfin, c'est en tout cas pas du tout quelque chose qui est important dans l'histoire et dans le scénario, mais c'est un petit détail qui est assez intéressant. Donc, je vais te laisser annoncer le film qu'on a choisi, et puis ensuite, on va en discuter, quoi. Alors, il s'agit du fameux Les Fils de l'Homme, ou Children of Men en VO, du réalisateur mexicain, il me semble, hein, Alfonso Cuarón. Grand, voilà, hein, il a fait Gravity, Roma récemment, ou Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban. Film sorti en 2006 et qui est un film d'anticipation presque post-apocalyptique, presque, c'est pas vraiment post-apocalyptique. Voilà, et avec Clive Owen, Julianne Moore et d'autres. Mais ça, je crois que le casting, on va en parler aussi. Tout à fait. Donc, vraiment un film donc sorti en 2006, où l'histoire se passe en 2027, donc avec une anticipation qui est assez proche, mais finalement qui est quand même très ancrée dans une réflexion de l'avenir de la société à ce moment-là. Donc c'est vachement intéressant, ne serait-ce que pour ce futur dystopique qui a été réfléchi. Donc d'abord c'est un roman qui a été écrit par P.D. James et qui est sorti en 2006. Donc ça a été très rapide, en tout cas, je pense, pour l'achat des droits et tout ça. Donc tu l'as dit, c'est Alfonso Cuarón qui a la réalisation. Il y a une anecdote que j'ai entendue, enfin que j'ai lue, qui est assez marrante. C'est qu'il n'a pas lu le livre, lui. C'est génial. Je ne veux pas lire le livre parce que sinon ça va trop m'imposer une direction. Donc c'est Timothy Sexton avec qui a travaillé sur le scénario, qui a lui lu le livre et qui a travaillé ensuite avec Alfonso Cuarón pour réécrire des parties du scénario. Donc si on fait un petit synopsis quand même du film, donc ce qu'on disait, c'est que c'est dans un futur proche dans lequel en fait il y a des pandémies, des guerres, enfin c'est un avenir qui est assez pessimiste, avec tout un tas de problèmes liés au réchauffement de la planète. Et il y a une particularité, c'est que l'humanité est devenue stérile. Donc les femmes peuvent plus avoir d'enfants. L'idée quand même déjà, je trouve, dans le pitch est assez est vraiment intéressante, quoi. Que ferait l'homme si sa possibilité de se développer, pardon, voilà, comment on ferait face à cette difficulté, quoi. Parce que c'est l'homme, c'est vrai que c'est comme ça qu'on perdure, c'est en se développant, quoi, en se multipliant. Et donc, il y a vraiment un angle qui est intéressant. Et surtout, quelque chose qui est montré dès le début du film, c'est le plus jeune habitant sur Terre vivant. C'est un concept qui n'existe pas du tout aujourd'hui, mais qui est dans le film, devient quelque chose de vachement important. Et donc, le premier, enfin le plus jeune, meurt au début du film et il a 18 ans. Donc ça veut dire que ça fait déjà 18 ans qu'il n'y a pas de naissance dans ce... donc tu l'as dit, il y a presque eu un cataclysme, quoi, mais la société est quand même encore debout. C'est ça aussi qui est assez intéressant dans ce film, c'est que ça montre quand même une société, malgré tout, qui essaye de continuer un peu à jouer
pas la mascarade, mais à essayer de continuer à être une société, on va dire, normale dans un monde complètement apocalyptique, quoi. Bah, c'est avec un gouvernement qui s'est bien durci, on va dire ça comme ça. Et ça se passe, enfin, en priorité, on voit le Royaume-Uni. Et c'est pas hasardeux parce que au Royaume-Uni, il y a enfin, c'est un peu le berceau de la dystopie avec Orwell. Voilà. Et c'est vrai que quand tu vois ça aujourd'hui, bon, nous, on est dans une pandémie qui est encore en cours, moins grave que celle du film, je pense, quand même, heureusement. Mais tu vois qu'avec la pandémie, on vient à prendre des décisions forcément plus dures. Et ça te fait réfléchir, mais ça, c'est l'histoire, ça, qui veut ça. Dès qu'il y a une crise, on durcit un petit peu forcément certaines choses pour essayer d'en sortir derrière. Donc, finalement, on a une certaine réalité ici. C'est pour ça que post-apocalyptique, on est dans un film pré-post-apocalyptique. Et Ça forcément, un petit peu passé, ouais. la vie se meurt, parce que s'il n'y a plus de naissance, de toute façon, à terme, il n'y aura plus rien. D'ici 70 ans, il n'y aura plus un être humain sur la Terre. Ouais. Donc voilà, ça c'est le point de départ du film. Ensuite, bon, on racontera un peu l'histoire, mais on va peut-être d'abord passer sur le casting, parce que bon, il y a quand même un casting qui est assez sympa, quoi. Donc en acteur principal, on a Clive Owen, qu'on peut regretter un peu d'ailleurs aujourd'hui parce que alors en 2006 c'est là où il a commencé, il marchait bien, mais c'est vrai qu'en revoyant le film je me suis dit mais ça fait longtemps que j'ai pas vu un film avec Clive Owen, quoi. Bah, c'est partie un peu de ces acteurs qui je crois qu'il a été dans Gemini Man et c'est pas forcément le meilleur des souvenirs. Enfin, il a fait beaucoup de films moyens, on va dire. Il a été dans Valérian de Luc Besson. ouais. C'est vrai qu'il n'a jamais pu avoir la carrière qu'il aurait mérité d'avoir, mais même avant Le Fils de l'Homme, il n'était pas hyper reconnu non plus. Donc voilà, c'est un acteur qui a eu peut-être le rôle de sa vie. Ouais. Et quel rôle, parce que il porte le film vraiment. Alors, il y a une chose que j'ai pas dit, mais pour moi, le film est un peu dans un aspect documentaire. Ouais. Donc, on parlera de toute façon de la réalisation de Cuarón parce qu'il y a pas mal de choses à dire quand même sur tout ce qui a été utilisé dans le film. Mais donc, on est quand même dans un aspect documentaire et on est presque tout le temps derrière l'épaule de Clive Owen. Enfin, donc, il porte vraiment le film, quoi. Et il le fait, moi, je trouve, vraiment avec brio, quoi. Puis là, c'est l'archétype du personnage un peu de ces dystopies britanniques, justement, un peu désabusé ou perdu dans cette société avec cet employé de bureau. Voilà, il est résigné, quoi. Il a envie de rien. Alors, on apprend dans le film pourquoi aussi, mais tout le monde est triste parce que le plus jeune est mort là, sur la planète. Lui, c'est pas qu'il s'en fiche, mais quasiment, quoi. Et quelque part, il montre la résignation de la vie elle-même sur la planète Terre, quoi. Ouais, tout à fait. Il montre le dépit. On sent effectivement qu'il a plus de croyance, quoi. Donc en tout cas, grosse prestation. Donc il joue Théo Farron, hein, dans le film. En plus, son nom. Donc, t'as Théo, qui est déjà une référence, mais tu as aussi Farron, qui est le phare, qui peut aussi faire un écho avec la fin du film, quoi. C'est le guide de Dieu, en fait, son nom. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, en tout cas, mais ça a un écho vraiment dans le film. Il y a un côté assez intéressant, quoi, rien que sur son nom. On a aussi, donc, en grand acteur, enfin, actrice pour le coup, Julianne Moore, qui est toujours au top, hein. Bon, même si là, effectivement, on la voit pas très longtemps. Mais d'ailleurs, anecdote sur Julianne Moore, là, récemment, j'ai découvert sur le tard Kingsman 2, The Golden Circle. Et son rôle là-dedans est très lié à la drogue. Complètement, oui, avec les espèces de grosses industries de burgers, mais oui, bon burger à la viande humaine. Et puis surtout que c'est la leader du grand cartel mondial et tout.
C'est marrant, du coup, là, tu vois. Tu m'as invité pour ce film. Bon, je sais que c'est pas vraiment centré sur la drogue ici, mais on va un peu en parler. Et je venais de voir un film où Julianne Moore, elle était. Ça peut te donner des idées pour un futur invité, tiens, Kingsman 2. Tu vois. La thématique des drogues dans les films, elle est infinie. Ouais. Ça rebondit toujours de film en film. C'est ça que j'aime bien quand même aussi. Donc elle campe très bien son rôle. Hein. C'est de toute façon, c'est une grande actrice. Hein. On a Michael Caine. Alors, Michael Caine complètement à contre-emploi. Et moi, il m'a vraiment vendu du rêve dans ce film. Ça fait vraiment drôle de le voir faire une prestation comme ça, quoi. En plus, il a un personnage qui est touchant vraiment dans le film, quoi. Ouais. Avec son épouse. Ouais, avec son épouse, avec la relation qui peut lier avec Clive Owen, même suite à la tragédie qui leur est arrivée. Donc c'est vraiment bien joué. Même bon, c'est sûr qu'il n'a pas, c'est plutôt un second rôle, hein, mais c'était vraiment, en tout cas, moi je me souviendrai de cette prestation autant qu'un Batman, ou enfin c'est un très très bon rôle de sa part. On a aussi donc Claire Hope Achité qui joue donc l'actrice qui alors de toute façon on va être obligé de spoiler un peu, hein, mais Oui. on est effectivement dans une société où il ne peut plus y avoir d'enfants, mais il se trouve que il va y avoir une femme qui va être enceinte. Et donc, justement, Clive Owen va être chargé de la diriger, en tout cas de l'accompagner, de l'escorter, plus précisément, dans sa traversée de Londres. Et donc, on a aussi on a Charlie Hunnam, qui en rasta blanc. donc j'ai même eu du mal à le reconnaître. Hein. C'est presque en voyant vraiment qu'il était dans les crédits que je me suis dit, mais attends, mais c'est ok. Donc, et puis on a Peter Mullan qui joue le policier corrompu qui vend le cannabis de Michael Caine. Donc c'est quand même un beau casting. En plus, au niveau budget, il y avait quand même un bon budget, parce que on était sur 76 millions à peu près de ce que j'ai vu. Oui. Donc bon, il y a pas mal de films que j'ai traités où on était sur des budgets quand même bien plus petits. Bon, il se trouve que ça n'a pas été un carton quand il est sorti, hein, pour le coup, pendant qu'on fait un petit point budget. Moi, j'ai vu qu'il n'était pas rentré dans ses frais, en tout cas au cinéma au niveau mondial, quoi. Il a fait 70 millions pour un budget de 76. Donc voilà, c'était pas encore le film de Cuarón qui l'a fait exploser. Je pense que bien qu'après qu'il y ait eu Gravity, il y a eu un regain d'intérêt, je pense, sur ce film, et aujourd'hui, à mon avis, il est quand même bien plus mis en valeur. Ah oui, oui. Ce qu'il a pu. Il devient culte avec le temps, ce film. Voilà, surtout sur cet aspect anticipation et cette vision. J'ai entendu un entretien de Cuarón, hein, qui lui disait qu'en gros, tout le monde lui disait que c'était incroyable, qu'il avait vu le futur, et lui, il a juste dit, bah non, en fait, j'ai écouté les gens qui, à 10 ans déjà, disaient que si on continuerait, ça arriverait là. Il dit, moi, j'ai rien inventé, j'ai fait que imaginer si on faisait rien, qu'est-ce qui se passerait, et c'est vrai que quand tu regardes le film,
Bah, c'est assez frappant, quoi. Il y a et puis j'ai lu aussi que c'était un peu un anti Blade Runner, Ah oui, oui. dans la mesure où c'est un futur dystopique, mais avec vraiment quasiment pas de technologie. On n'est plus du tout dans une société technologique future. Enfin, on est vite rattrapé en fait par toutes les problématiques sociétales, enfin, qui deviennent déjà, enfin, on le voit dans le film, quoi. C'est attentats. Enfin, on n'est pas du tout dans des sociétés où on développe du commercial, enfin des technologies et tout ça, Ouais. quoi. Là, on est déjà plus dans la survie. Mais Donc, c'est une forme de dystopie, plus que visionnaire, c'est une dystopie consciente des problèmes de société déjà à l'époque. Parce que, comme il le dit, Alfonso Cuarón, hein, il y a des gens qui tiraient la sonnette d'alarme déjà depuis 20 ans. Et en fait, à terme, c'est le même. Aujourd'hui, on a le même problème. Il y a encore des gens, aujourd'hui, ils vont fermer les yeux en disant oh, on verra bien et tout. Et quand tu vois ce genre de film-là, on est quand même plus proche d'en arriver là qu'à l'époque de la sortie du film, quand on y pense. Parce que, à part le problème de stérilité, parce que bon, là, c'est un peu le côté fantastique, entre guillemets, du film, qui n'est jamais vraiment expliqué en soi, d'ailleurs, qui pourrait être une allégorie, peut-être même, du fait que, vu les problèmes sociaux dans tous les sens, cette pandémie, peut-être que les gens ont tellement peur de vivre que, inconsciemment, ils n'arrivent plus à procréer. On pourrait ouais, imaginer que ce soit ça, quoi. Que la ouais, vie n'a plus sa place sur cette terre. Donc, il y a. un aspect psychologique, quoi, que Ouais, les gens aient perdu la foi de de créer, ouais. procréer. Ouais. Et c'est ça qui est terrible, c'est que là, voilà, quand tu vois ce film, c'est de la dystopie qui fait peur vraiment. Bon, après, Blade Runner, 1984, tu peux avoir peur, et tu te dis, bon, allez, à la rigueur, quand même, il faudrait vraiment que ça tourne mal, enfin, qu'il y ait des évolutions, que ça tourne mal. Là, Mm. il n'y a pas grand-chose qui nous sépare de ce monde-là. Potentiellement, ça peut vite s'écrouler Ouais. dans ce sens-là, quoi. Je pense à des scènes, notamment dans le centre d'immigration, là, où Ah, mais il y a ça des. existe, Ça déjà. existe. Ouais, c'est-à-dire on y est déjà. Et l'immigration climatique, Oui. enfin, elle est déjà réelle, quoi. Donc Et puis ça va pas s'arranger. C'est là, même si on fait tous les efforts maintenant, là, parce qu'on peut faire des efforts pour 20, 30 ans, mais là, de toute façon, il va y avoir cette réalité-là sur les 5, 10 prochaines années. Donc, c'est ça. Et donc le film vraiment aborde, avec une vision assez pessimiste, hein, parce que c'est un film. On va pas se mentir, c'est pas un film joyeux. C'est-à-dire, vaut mieux le regarder dans des conditions, parce que le film est assez dur. Je le disais tout à l'heure, c'est assez documentaire. Donc, on est dans quelque chose qui est à des moments vraiment comme des commentaires en état de guerre. Enfin, on est presque on est dans des tranchées. ah oui, C'est c'est vraiment, voilà, quoi. C'est assez prenant. Et puis, on voit une réalité, enfin, imaginée, mais très cruelle, très sans détour, quoi. C'est-à-dire que il y a des objectifs, il faut les atteindre, mais bon, on voit plein de personnes au fur et à mesure, enfin, succomber. Donc c'est vraiment, c'est pas la petite histoire de science-fiction. ah non. C'est sympa. C'est un monde très fade. D'ailleurs, la photographie on va dire, met en valeur ce côté morne, terne. Ouais. C'est volontaire, hein. Et puis tous les gens, il y en a qui vivent plutôt dans la nature. Enfin, on voit cette grande forêt et tout, où justement on va retrouver notre Michael Caine, etc. Ou alors dans des états de guerre et tout. Il y en a qu'un qui vit dans un bel endroit, c'est le ministre, enfin celui qui protège l'art. L'art est plus protégé que les êtres humains, d'ailleurs. C'est presque assez amusant. Mais sinon, tout est sale, morne, triste, et ça colle bien avec le personnage principal qui lui-même, dans son apparence physique. J'aime bien son t-shirt JO 2012. On ne sait pas s'ils ont vraiment eu lieu, du coup, dans la dystopie en question, ou alors ils ont eu lieu sans public, comme les JO de Tokyo en ce moment, peut-être, finalement. Mm. Et puis, ouais, cette pandémie, évidemment, là, alors c'est pas visionnaire, parce que ça fait un moment qu'on en parle potentiellement qu'il y a une pandémie. Là, on est en plein dedans, et encore, pour l'instant, j'aurais dire, on a de la chance, ça aurait pu être pire, mais ça fait partie des problèmes, voilà,
problèmes climatiques, pandémie, maladie, tout ceci est un peu lié aussi. Tout à fait. Mais donc, c'est vu avec un œil qui laisse pas de place, on va dire, en tout cas, pas à l'espoir, mais parce qu'il y a quand même de l'espoir dans le film. Ouais, Mais, l'espoir arrive, mais, ouais. mais par contre, voilà, il y a quand même une réalité assez crue et c'est un film qui va à 100 à l'heure. C'est-à-dire Ouais. que pour moi, on est vraiment dedans et il y a. Alors, on peut peut-être commencer à parler un peu des points forts, mais pour moi, c'est vraiment l'intégration des plans séquences qui sont bons. Ce que j'ai lu un peu, c'est pas totalement toujours des vrais plans séquences, C'est compliqué. Ouais. c'est un peu retravaillé et tout ça, mais en tout cas, ça donne au film un dynamisme, cet aspect justement vraiment documentaire où on y est, quoi, en fait. On vit vraiment le film et comme je le disais, la volonté est vraiment d'être dans quelque chose de réaliste, donc c'est vraiment comment dire, il y a vraiment, il n'y avait pas de place au gras, quoi. On va toujours réussir à réaliser l'objectif. Et puis, il y a tout un tas d'impromptus et de choses qui se passent. On voit que les protagonistes sont toujours confrontés à des situations qui sont crescendo de plus en plus folles. Enfin, donc on finit par se demander, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi. C'est des plans séquences de dingue. Hein. Alors forcément, il y a eu des cuts et tout, mais d'ailleurs, on les voit pas. Voilà, j'ai envie de dire hein, qu'on les voit ici bien moins que dans 1917, par exemple. Mais bon, 1917, c'est une autre prouesse technique aussi, carrément tout le film et tout. Et c'est surtout que, en plus, il y a eu des imprévus dans les plans séquences. À un moment, je crois qu'il y a du sang qui gicle sur la caméra, mais bon, ça a été gardé, et ça rend le truc encore plus génial d'ailleurs. Et ça, c'est une idée du directeur de photographie, parce que Cuarón, il voulait arrêter la scène. Mais c'est fou parce que c'est des scènes, ils sont chorégraphiés au millimètre, à mon avis. Je sais pas, ça a dû être entraîné, ils ont dû coacher tout ça avant pendant des dizaines de jours. Rien n'est laissé au hasard. Le moins de figurants qui foirent, hop, t'es obligé de la recommencer, quoi. J'ai entendu parler de 28 jours de préparation pour la scène de l'immeuble, par exemple, c'était 28 jours. Ah non, mais l'art du plan séquence, moi, c'est toujours quelque chose qui me fascine. Alors, le plan séquence, ou déjà techniquement, mais en plus, quand ça sert l'histoire, quand c'est justifié, parce que je ne vais pas faire un plan séquence juste pour faire un plan séquence. Là, tout est justifié parce que tu es au milieu c'est un film de guerre, quoi, quand c'est plans séquences. À chaque fois, c'est des scènes de guerre dans les plans séquences. Ouais. Et puis, ça montre à quel point le personnage principal qui ne croyait plus en rien et tout, à chaque fois, face à cette horreur et face à ce qu'il doit protéger, l'espoir de l'humanité, il va grandir, il va se réveiller, quoi. Et c'est le retour à la foi de Théo, d'ailleurs. Hein, un peu. Il se transcende, ouais, c'est vrai. Il compte. Enfin, non, il se surpasse parce que même continuer après avoir été touché, tout ça. Enfin, il y a un petit côté, il y a même pas un petit côté. C'est vraiment la quête de sa, enfin pas de sa rédemption, mais de son retour à des croyances, quoi, à de l'espoir. Enfin, en fait, on le voit désabusé au début et on voit quand même que dans sa quête, il retrouve quand même peut-être pas une croyance, mais en tout cas un objectif. Un objectif. Mais c'est marrant parce que tu as l'impression qu'il est resté dans le coma pendant X années, depuis la mort de son fils, on peut le dire, là, du coup. Et là, presque, il rattrape, il a un regain d'énergie d'un seul coup en se réveillant. Et comme tu l'as dit, à un moment, il se prend une balle. Ça paraît anodin. Bon, oui, il se prend une balle, il change de chaussures et tout. Mais en fait, c'est très intéressant parce que la plupart des gens, là, ils auraient arrêté, ils se seraient fait abattre et tout. Lui, il continue parce que il est porté par une énergie divine. De toute façon, avec Cuarón, la religion, elle est là. Hein. Oui, c'est vrai. Ça fait partie de sa culture. Mais dans Gravity, on a aussi beaucoup d'images qui en tout cas. Ouais. Donc non, les plans séquences et puis aussi un montage long, enfin des scènes qui sont plus longues que d'habitude dans les films, quoi. C'est-à-dire que on a d'ailleurs la scène au début avec Michael Caine qui est
voilà, on prend quand même le temps d'exposer, d'expliquer un peu les personnages, la situation, même la scène au début dans le bar juste avant l'attentat. Oui. C'est à chaque fois quand même il prend le temps de bien poser en fait les choses et donc c'est un film qui va aussi s'accélérer en fait au fur et à mesure qu'il avance quoi. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'il arrive à accélérer même les scènes d'action et tout, sans faire le montage cut, 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 cut. Parce que on le voit beaucoup dans des blockbusters, des films vraiment d'action et tout, paf, cut, 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 ce qui commence d'ailleurs à me saouler au fur et à mesure. Et les gens ont l'habitude de ça. Donc je pense, on pose quelqu'un qui n'a pas l'habitude, voilà, qui a pas l'habitude de voir des plans se laisser vivre dans des films, pourtant où ça bouge, ça peut désarçonner. Je pense que c'est pour ça que le film a un petit peu, voilà, certains sont peut-être passés à côté à l'époque, je ne sais pas. Mais c'est assez incroyable de faire un film aussi rythmé, rapide, violent et tout, en laissant respirer les plans. Et en plus, la magie de ça, c'est que tu vois les détails. Tous les détails de l'univers, du contexte, des décors, tout est minute. Il y a des petits trucs, ils ont dû peut-être bosser des semaines pour qu'on les voit 3 secondes à l'écran. C'est génial, ça. Ouais, alors ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a un souci de rendre l'univers crédible du début à la fin, Ouais. qui a dû demander un temps de préparation, comme tu l'as dit, assez fou pour au final ne donner juste qu'une impression de palpable et de réel. Mais pour moi, c'est vraiment ça, quoi. C'est chaque plan, il y a quelque chose, quoi. C'est vraiment, il y a vraiment une volonté de vouloir être dans le réel, quoi. Il n'y a presque pas de fond vert. Je crois qu'il y a la scène en voiture, en plan séquence, ils ont dû rajouter 2-3 trucs peut-être. Mais c'est ça, aujourd'hui, un gros studio, pour gain de temps, et gain de matériel et gain d'employés, ils vont faire ça en fond vert. Mais ça se voit, la différence. La différence se voit. Tu parles de la scène de la voiture. Je pense que pour moi, c'est une des scènes où on montre le plus qu'est-ce que c'est la pression, quoi. Qu'est-ce que c'est une situation sous pression maximum, quoi. Elle est juste incroyable, cette scène. Moi, à chaque fois que je vois le film, je suis scotché. Et puis avec cette manière de vraiment de filmer intense, où t'es sur l'épaule, enfin, t'es tout le temps là. Non, c'est vraiment, il y a un côté, il nous projette dans quelque chose qui est palpable. Et il y a beaucoup de références aussi. Tu t'en parlais, tu disais un peu les détails par-ci par-là, mais il y a énormément de références à l'art. Il y a beaucoup de choses qui sont intégrées en fait dans le film, saupoudrées, quoi. On sent que c'est une œuvre quand même qui a été bossée, mais vraiment, à chaque visionnage, en fait, tu découvres des nouveaux détails, des nouvelles références. Il y a un travail sur ce film, il y a une minutie, en fait, qui est assez incroyable, enfin, je trouve. Là, tu as des références à Orwell et Pink Floyd en même temps, avec le cochon là derrière. En plus, c'est marrant parce que c'est un plan, ça fait un tableau, mais en fait, c'est la pochette d'un album de Pink Floyd. C'est posé là. En plus, c'est justement là où ils sont en train de parler d'art avec le ministre et tout. C'est amusant, quoi, parce que c'est un art rebelle. Pink Floyd, quand même, l'album Animals, c'était pas pro-gouvernement et tout, donc c'est très drôle de jouer avec ça à ce moment-là. Ça montre justement un monde qui essaye de s'affranchir de ce gouvernement qui a créé tout ça, et ça passe par un espoir humain. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que la naissance, la première naissance depuis plus de 18 ans, elle doit se faire très loin de ce monde avec ce gouvernement qui s'endurcit. Et ils essayent de s'approprier cette vie en plus. Enfin, je trouve ça déchirant quand même, parce que qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils l'avaient attrapé avec son enfant? Des expériences et tout. Enfin bon, bref. Ouais, non, on préfère pas imaginer, hein, mais oui, il y a un côté où vraiment le gouvernement qui est plus un gouvernement, en fait, c'est des dictatures, enfin. Ouais. Et on est sur quelque chose où c'est un peu de la mascarade, on va dire, pour essayer de maintenir une société
même si, parce que c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que malgré tous ces problèmes, tout ce qu'on a dit, l'effondrement, parce que Londres a l'air d'aller, mais on comprend que New York a subi enfin, on ne sait pas vraiment. Enfin, il y a plein de choses aussi qui sont amenées de manière subtile où ils donnent des informations sans vraiment les expliquer En fait, pour les intégrer quoi, dans le. tout va bien, entre guillemets, pour le citoyen moyen britannique. Voilà, beaucoup de contrôle d'identité. Et pour tous les autres, tous les rebelles ou les immigrés, c'est pas possible, quoi. Donc, c'est une société d'illusion qui se maintient sur l'illusion d'une vie qui n'est plus une vie, puisque de toute façon, dans X années, il n'y aura plus rien. C'est un combat qui est vain, donc mené par une société, par un gouvernement qui fait tout pour la maintenir à flot, mais en usant la force, parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix, parce qu'ils savent très bien que ça va s'écrouler. Enfin, c'est terrible, en fait, quand ils pensent. C'est vivre dans un monde comme ça. Déjà, vivre dans un monde où on sait qu'il n'y aura plus d'humanité dans 70 ans, à moins d'être hyper égoïste, c'est dur, quand même. C'est dur. Et ce côté, justement, comment l'immigration est traitée et comment, enfin, ces centres enfin, ça pour moi c'est vraiment la partie du film qui fait froid dans le dos, quoi, qui est assez, enfin, qui est même très dur, parce que on peut pas s'empêcher quand même de réaliser qu'on est presque déjà dans cette situation-là, quoi. On n'en est pas à exterminer, enfin, ça va pas aussi loin, mais tu peux quand même voir tous les problèmes qu'il y a, même en France, pour ces Sangattes, enfin, tous ceux qui veulent partir justement à Londres. Donc il y a un écho, je pense, peut-être aussi de tout ça dans le film, quoi. Parce que il y a vraiment, comme tu l'as dit, les gens de classe moyenne qui, eux, s'en sortent bien, mais il y a vraiment un écrasement de tout le reste, quoi. Même une comment dire, une abstraction, quoi. C'est ça, c'est que tu as un gouvernement qui va faire la négation de certaines vies dans un monde où la vie va disparaître. Donc, il y a une forme de logique morbide en plus là, dans tout ça. Et oui, c'est très très violent. Et puis de toute façon, ceux qui vivent bien, entre guillemets, ils sont dans une forme d'illusion. C'est presque une forme de drogue d'ailleurs à ce niveau-là. Le gouvernement leur maintient cette possibilité de bonheur avec le plus jeune et tout, qui est devenu une star des réseaux sociaux. Enfin, le plus jeune Baby Diego, qui est devenu détestable d'ailleurs, parce que c'est le plus jeune, il se l'a pété et tout. Et ils ont maintenu cette illusion en disant et tout. Puis quand ils meurent, on les voit pleurer, les gens, mais ils pleurent pourquoi en fait? Et puis, t'as la nouvelle plus jeune qui est tout de suite. Voilà, c'est ça. C'est la nouvelle star, en fait. Non, mais c'est terrible quand tu vois ça. C'est l'être humain jetable et les gens n'ont peut-être pas. Il y en a qui n'ont pas conscience. En fait, ils ont conscience sans avoir conscience. De toute façon. Et puis, un monde où tu n'as plus de jeunesse, c'est terrible. T'as plus de renouvellement, t'as plus de nouvelle énergie. C'est pour ça que tout est morne. C'est la jeunesse qui fait la vie. Même les plus anciens, il faut qu'ils regardent les jeunes. Là, voilà, c'est ça qui donne envie aussi de. C'est pas pour rien que je suis prof aussi. En étant prof, quand je suis en contact avec les plus jeunes, c'est ça qui donne aussi des perspectives. C'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a un aspect très gris, très. Enfin, on n'est pas du tout dans des couleurs gaies et ça va tout à fait en corrélation avec le fait qu'il n'y ait plus de jeunesse. Écoute, moi, j'ai l'impression que dans les points forts, on a déjà pas mal dit de choses. Je ne sais pas si toi, tu as noté de ton côté des choses à dire sur le film. Franchement, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance en elle-même. L'histoire et l'ambiance collent bien. Après, quand on remarque l'ensemble, le scénario est très simple. Voilà, tout va mal. Puis, nouvel espoir. Et il faut amener ce nouvel espoir vers une forme de paradis, vers le lendemain, tomorrow. Voilà, mais on sent que la vie va d'ailleurs se reconstruire, mais loin de tout ça. Il faut trouver un nouveau paradis, un nouvel endroit. D'ailleurs, petit clin d'œil intéressant, c'est que cet espoir, cette nouvelle vie vient d'une immigrée africaine. Ouais. Comme le berceau de l'humanité. On retourne au berceau de l'humanité.
Et c'est un film froid. C'est pas, voilà, vous n'allez pas prendre le popcorn et tout. Ah ouais, super, on va se regarder un gros blockbuster et tout. C'est l'anti-blockbuster, ce film. Et pourtant, il a des prouesses techniques extraordinaires au niveau du cinéma. Hein, c'est peut-être ça qui a refroidi les gens. C'est que justement, ils sont peut-être venus pour manger du popcorn. Et ouais. ils n'ont pas compris l'ovni qui se sont. Je ne sais pas, il faudrait, si certains se rappellent dans les commentaires, là, en 2006, comment le film a été, quelle a été la promo, c'est sûr que c'est un nouveau film de science-fiction dystopique avec des effets de guerre, de l'action. Ah, bah oui, mais non. Pourtant, en 2006, j'allais pas mal au ciné. Alors, le pire, c'est qu'il n'a pas dû avoir beaucoup de promos, il n'a pas dû sortir dans énormément de salles en France non plus. Je ne sais pas. Ah si, c'était quand même le réalisateur d'un Harry Potter, donc il a dû avoir. Alors évidemment, c'est ça, promo. Par le réalisateur du Prisonnier d'Azkaban, alors là, évidemment. Ouais. C'était un peu, je pense, effectivement, une douche froide pour ceux qui s'attendaient à un blockbuster. Mais il y a, le rythme, le périple, c'est pour moi, le film arrive à te scotcher, en fait. Donc, en ça, pour moi, il réussit vraiment c'est que c'est le genre de film où si tu rentres dans cet univers et tout ça, faut pas oublier de respirer pendant que tu le regardes, quoi. Ah oui. Mais après, tu peux toujours trouver des défauts éventuels au film. Tu peux chercher. Tu peux trouver, par exemple, le côté symbolique religieux qui est assez montré en avant. Genre, apparemment, c'est l'Immaculée Conception. Elle n'a jamais eu de relation, donc il n'y a pas de père. À un moment, ils sont dans une étable. Ouais, tu vois l'idée, quoi. Bon, mais après, c'est du détail, quoi. Il paraît que le roman original est encore plus, tu vois, dans ce côté religieux. Et c'est pour ça de toute façon, on ne va dire pas qu'il lise ce roman Alfonso Cuarón, parce que P.D. James, de mémoire, elle était assez conservatrice, pour être gentil. Et je pense que elle aurait, dans le bouquin, c'est pas la société, elle serait pas montrée aussi négativement autour, je pense. Enfin, je sais pas, hein, mais voilà. Mais après, oui, le côté religieux, bon, Cuarón, il aime bien mettre ça. Dans Roma aussi, c'est assez remarquable là-dessus. D'ailleurs, Roma et le Fils de l'homme, il y a vraiment des parallèles, même dans des plans. Il y a des plans qui reviennent. Les détails extérieurs et tout, alors qu'il y a beaucoup de travail, etc. Mais après, voilà, le côté religieux, Théo, machin, tout ça, mais ça va au-delà, quoi. C'est un film qu'il faut voir plusieurs fois, je pense. Moi, c'est que la deuxième fois que je le vois. Et je sais que le troisième visionnage sera encore meilleur. Parce qu'il y a une ambiance, quoi. C'est un film, tu ressors de là en te disant, purée, quand même, t'es là à la fois, mais en même temps, ah oui, quand même, quel moment de cinéma. Mais voilà. Ah ouais, non, c'est quand même un gros morceau. Cette scène de la naissance, quoi. Bon, voilà, on va pas en faire la naissance. Et puis après, ouais, il y a des prouesses là-dedans. Ça donne, tu vois, ce genre de film, ça te donne envie d'être réalisateur derrière, quoi. Ça t'inspire. Ouais, c'est inspirant. Je suis complètement d'accord que ça. Et puis, il se fait plaisir, quoi, quand même, en plus, parce que, comme tu l'as dit, il avait fait le Harry Potter, donc je pense que là, il commençait à être crédité, et de pouvoir faire un film. Et donc, dans ce film-là, il a quand même. Il s'est fait, comme on disait, des préparations de 28 semaines pour faire des plans séquences. Il y a vraiment un gros travail, en tout cas, de préparation, et vraiment, le rendu final. Pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, quoi. Autant dans l'image que dans l'histoire, que dans les émotions qu'on peut avoir. C'est une course effrénée vers la vie, mais tout en ne voyant que des morts. Donc c'est assez. Faut traverser les enfers pour trouver le paradis, quoi. Ouais. Si tu as même une lecture potentiellement mythologie grecque derrière, faudrait creuser là, parce que tu as même le fait qu'elle trouve que le nom de sa fille, donc du coup elle donne le nom du fils mort de celui qui l'a guidé. Il y a, tu vois, des transmissions. Et le prénom de Dylan, c'est vrai qu'aujourd'hui Dylan, ça paraît, mais en fait c'est le dieu de la mer pour les Galliques, hein, il me semble à la base. Donc ça se finit dans la mer.
il y a aussi, voilà, il y a une tentative de. Rien n'est laissé au hasard dans ce film. Et peut-être dans le bouquin aussi, hein, je ne sais pas. J'ai pas lu le bouquin. Non, mais il y a vraiment une attention du détail. C'est comme tu l'as dit, c'est pas fait au hasard. Je te propose qu'on passe sur l'analyse des drogues dans le film. De toute façon, voilà, c'est assez rapide, hein. Vu que le film est quand même pas du tout basé sur ça. Mais donc, ce que je fais en général, c'est ces trois axes, la mise en scène, la crédibilité, et puis la place de la drogue dans le film. Là, je pense que je vais faire un peu quelque chose de global, parce que c'est... donc déjà, pour situer un peu, c'est la scène où Michael Caine va faire fumer Clive Owen pour lui montrer sa nouvelle bœuf, enfin sa nouvelle, comment on appelle ça, Plantation. Production, plantation, voilà. Donc il y a un aspect, en tout cas, dans la mise en scène qui colle au film. Donc c'est réaliste, en fait, il n'y a rien, il n'y a pas du tout de jeu particulier. Donc on les voit discuter, ils fument, ils sont un petit peu, ils commencent à être un petit peu guillerets. On comprend en tout cas que en fumant, peut-être que ça leur enlève un peu toute la lourdeur de la société, enfin de l'époque dans laquelle ils sont en train de vivre. Donc mais au niveau de la mise en scène, voilà, c'est très, c'est intégré en fait dans le film sans pour autant être mis en avant. Enfin, donc la crédibilité, c'est, enfin voilà, il y a rien à dire, c'est crédible. Ils fument. Et ce qui est quand même très marrant, ouais, vas-y. C'est parce que, en fait, ici, je pense que c'est très intelligent dans l'histoire, dans le film, parce que ça a l'air un petit peu anecdotique comme ça, mais c'est la seule façon que le personnage Michael Caine a trouvé pour s'évader de ce monde. Ouais. Parce qu'il a été activiste lui aussi, mais vu ce qui est arrivé à sa femme, qui a quand même subi des trucs horribles du gouvernement et qui est presque elle est catatonique, elle bouge plus. Ouais, et donc là, il vit en marge et du coup, oui, pour oublier, il a décidé de faire ça. C'est un retour à la nature en quelque sorte. Et en plus, il y a cette réplique qui est quand même intéressante. Aujourd'hui, il y a plein de trucs qui sont autorisés, mais la ganja est toujours interdite. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, tu dis, ah oui, c'est comme Julianne Moore dans Kingsman Golden Circle. Ouais, l'alcool, le sucre, les cigarettes, c'est des grosses drogues légales. Et moi, je pourrais pas. Voilà. Le message, il est là aussi. Alors évidemment, ici, c'est beaucoup plus hippie, baba cool que dans Kingsman où elle est un peu. Voilà, hein, mais il y a un message là quand même. L'évasion, la drogue et l'évasion, c'est dans ce film. Et puis à côté, tu as la pilule suicide aussi là. Où c'est la seule façon de sortir du monde, c'est en mettant fin à ses souffrances. Ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a cet aspect-là aussi. Ouais. Donc, tu l'as dit, c'est un détail, mais je trouve que le fait que ça soit intégré dans le film, dans cette vision, tu vois, dystopique, enfin, en tout cas d'anticipation, ça montre quand même à quel point aujourd'hui, quand même, déjà, c'est intégré. Parce que des gens qui fuient leur présent en fumant ou en prenant d'autres drogues, c'est déjà, enfin, je veux dire, la normalité presque. Enfin, énormément. On va dire que chaque personne a sa drogue, que ça soit après des drogues légales, illégales. Ça, après, c'est intéressant. Le cinéma est une drogue en soi. La création est une forme de drogue, mais voilà, tu as besoin de. Prendrait une forme de dépendance, quoi, en tout cas, ou et donc dans ce film, je trouve qu'effectivement, c'est un détail, mais ça montre quand même quelque chose. Et c'est aussi pour ça que je voulais en parler, c'est que il y a cette envie de montrer que c'est ancré dans la société. Et que c'est significatif, que ça a une importance déjà dans la société et que ça en aura encore plus les problèmes s'ajouteront, plus la note deviendra de plus en plus lourde à être supportée, plus les gens se tourneront vers des paradis artificiels. Oui, mais
c'est l'une des thématiques du film, parce que tu as ce paradis artificiel-là, et puis après, on essaye d'aller vers un paradis concret avec Ouais. la vie. Mais ce qui est intéressant, c'est ici, on va dire l'hypocrisie du gouvernement dans le film, c'est que, l'évasion par le côté plaisir, hop, la ganja interdit, mais alors l'évasion avec la mort, la fin de tout, ça, c'est même pub à la télé et tout. Et ça, c'est terrible quand on y pense. C'est terrible, comme tu On dis. peut plus être libre libre et bien que à travers la mort dans cette société. C'est voilà. Surtout en parlant d'une plante. Bon, ça, après, c'est un autre débat, hein, mais c'est même pas. Là, on parle que du cannabis, quoi. On est même Ah pas oui, sur- c'est pas oui, c'est ça, c'est pas là, il n'y a pas de cocaïne, il n'y a pas de truc. C'est interdire dans cette société-là. En tout cas, ça paraît fou de vouloir encore maintenir ce genre d'interdiction, quoi. Je pense qu'il y a Oui, parce que ça mettrait les gens trop. Enfin, là, ils sortiraient trop du cocon et ils ont besoin de gens qui sont asservis au système dans cette société. Donc, forcément, la seule drogue, c'est la télé, c'est Baby Diego, les jeunes, hein, les machins, les réseaux, la star du plus jeune au monde. Et donc, on apprend que Michael Caine, en fait, subvient à ses besoins en vendant sa plantation à un policier qui lui-même ensuite le vend aux immigrés. Donc, il y a quand même aussi tout un côté un peu... Michael Caine essaye quand même de donner de l'espoir aux immigrés, quoi, en leur fournissant du cannabis. Donc, il y a rien, vraiment. On est soulageant d'une peine horrible. Voilà. Et puis, en même temps, ça aide l'intrigue du film, puisque le policier corrompu, entre guillemets, tout ça, va aider le guide, le phare, Théo, à mener l'espoir de la vie là où il doit être amené. Donc, finalement, finalement, si on va chercher, le cannabis va aider à ce que la vie... Non, mais c'est un détail, mais il fait partie... il y a en tout cas c'est assez intéressant. Donc, on va passer peut-être à la conclusion sur le film. Je peux te laisser, si tu veux, dire un peu ce que toi, tu as retenu de plus, et puis pourquoi tu conseillerais aux gens de le regarder s'ils n'ont pas vu, même si on les a bien spoilés. Alors, franchement, si vous voulez voir une dystopie réaliste qui fait froid dans le dos et qui doit faire ouvrir les yeux à certaines personnes qui sont un peu en mode « Oh, vous savez, moi, les guerres, c'est pas chez moi, le changement climatique, de toute façon, hein, on verra bien dans 50 ans, hein, je serai mort. » Si vous voulez ouvrir les yeux à ces gens-là, montrez-leur ce film et peut-être qu'ils verront que non seulement ça ne va pas être dans 50 ans, mais plutôt dans 20, 10 ans, voilà, qu'il y a une pandémie là-dedans et qu'on est en train d'en vivre une. Pour l'instant, je vous dis, on a de la chance, on a des vaccins et tout. Bon, après, il y a des débats là-dessus, tout ça. Visiblement, c'est assez peu mortel, donc on va peut-être s'en sortir. Mais qui nous dit que dans 5 ans, il ne va pas y en avoir un autre qui va faire mal, etc. Et si c'est pas ça, dans 10 ans, des problèmes climatiques, on en voit des problèmes climatiques. Ce qui s'est passé en Allemagne l'autre jour, au Canada avec des 50 degrés, à terme, voilà. Donc, c'est des détails peut-être. Et puis, après, je passe tout ce qu'on peut bouffer qui, à terme, pourrait rendre les gens plus infertiles. C'est toujours ce petit débat. Bon, après, on ne peut pas vérifier, mais bon. Regardez ce film. Ne vous attendez pas à un truc blockbuster ultime. Et pourtant, si vous aimez certaines scènes de guerre, si vous aimez les films de guerre aussi, c'est un film qui est bien. C'est un film de guérilla, on va dire. Et puis... Il y a de l'action. Et si vous aimez les 1984 de Orwell, des trucs comme ça, il y a ça, quoi. Il y a cette ambiance-là, mais avec un côté, on y est potentiellement. Voilà, le film se déroule dans 6 ans. On n'y sera pas. Dans 6 ans, on ne sera pas dans ce monde-là. Enfin, en même temps, on aurait dit il y a 2 ans. Voilà. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais bon, on va se méfier. Ouais. Ouais, moi je suis entièrement d'accord avec toi. En tout cas, il y a un aspect, en tout cas une vision et une réalisation qui font que ce film, c'est sûr que c'est pas un blockbuster, mais c'est un film qui doit
être un film coup de poing, quoi. C'est un film où Oui. quand même, sans être vraiment réaliste, il nous en apprend quand même beaucoup sur ce que pourrait devenir la société, sur ce que pourrait être le comportement humain dans des cas comme ça. Aussi parce que c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais il y a tout un aspect assez dur entre les êtres humains entre eux. Enfin, je veux dire, il y a l'entraide et tout ça, c'est pas de rigueur, quoi, je veux dire. Et donc, c'est vrai, ce côté. Et pourtant, l'espoir renaît à la fin. Justement, il y a des gens qui vont les aider. Et c'est pas les gens les plus riches. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que l'espoir renaît au fur et à mesure qu'ils voient l'espoir en cet enfant. C'est ça qui est beau d'ailleurs. Finalement, c'est un film qui est assez optimiste. Plus on avance, plus on va vers une forme d'optimisme. Mm. C'est ça qui est... Et pourtant, les scènes sont horribles. C'est vrai, c'est vrai. C'est que de toute façon, on est obligé de passer, on comprend qu'on est obligé de passer par là pour essayer d'entrevoir un éventuel espoir. Mais tu l'as dit, à un moment, on est obligé de traverser l'enfer en premier, quoi. Et ce film, c'est un peu la traversée de l'enfer. Ouais. Mais c'est fait vraiment de manière assez documentaire, vraiment guérilla. Le mot que tu as employé, il est très bon parce que c'est vrai qu'on est dedans. Il y a vraiment beaucoup de scènes où on est embarqué. Et c'est très urbain, c'est très. Enfin, c'est vraiment une grosse claque. Et je trouve qu'il y a vraiment énormément d'effets qui viennent en fait agrémenter tout le film et toutes les idées qui sont mises dedans, quoi. Ça, c'est peut-être même un peu trop, hein. Je veux dire, il y a tellement de choses que c'est sûr qu'au premier visionnage, tu peux pas vraiment tout capter, quoi. C'est un film, je pense que tu gagnes en fait à le voir plusieurs fois pour pouvoir bien profiter en fait vraiment de tout ce qui est mis en avant. Mais bon, c'est en tout cas vraiment pour moi un excellent film et je suis très content qu'on en ait discuté. C'est vrai un gros, enfin un film assez dur et une vision assez pessimiste, même si voilà, la fin laisse entrevoir quand même quelque chose, mais clairement, voilà, c'est un film, je pense, qui est pas presque de nécessité publique, tu vois, que je pense que si tout le monde regardait ce film-là, voilà, il y aurait peut-être moins de problèmes. En tout cas, je pense que par la critique, justement par le fait de le montrer dans le film, il y a, je pense qu'il y a quand même des choses qui devraient euh, faire réagir les gens. Mais bon, après, Ah oui, minimum. Minimum, même si tu peux ne pas aimer le film, c'est possible, hein. Il y a quand même, sur ce qu'il questionne, tu ne peux pas sortir indemne d'un film comme ça, normalement. non. Et puis, il y a vraiment pas mal d'échos avec les choses qu'on peut voir. Parce qu'on n'a pas parlé des attentats aussi, mais dans le film, il y a beaucoup d'attentats. Enfin, Et voilà, il y avait eu un attentat enfin, c'est sorti à l'époque où il y a eu un terrible attentat à Londres en plus. Et Bayona a voulu garder, Cuarón, pardon. Bayona, c'est un autre très bon réalisateur d'ailleurs. Cuarón, il a voulu garder cette scène d'attentat. Et pourtant, ce qu'on n'aurait peut-être pas fait de nos jours. Là, il a réussi à la garder. Commencer le film par ça, c'est vrai que ça, met ça pose ça là, genre, voilà. Alors, écoute, on va passer au bonus. Donc, les bonus, c'est les fameuses 3 questions que je pose toujours à la fin de l'émission aux invités. La première question, c'est est-ce que tu aurais une œuvre qui soit pas un film, qui parle de drogue que tu apprécies ou que tu voudrais mettre en avant dans que ça peut être de la musique ou une série ou un livre?
Alors, c'est vrai que c'est bon. Je vais pas citer Breaking Bad parce que c'est un peu. Je pense qu'il y en a qui ont déjà dû le faire, j'imagine. Parce que bon, c'est quand même la série ultime pour moi hein, sur la drogue, mais très intelligemment faite par rapport à tout ça. Je pourrais aussi citer Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui est une autre dystopie où des gens sont contrôlés par une drogue. Enfin, voilà. Mais sinon, bah tiens, comme j'aime beaucoup la musique, on va plutôt partir. Alors j'hésite entre deux morceaux. Il y en a un, White Rabbit de Jefferson Airplane, voilà, qui est lié à Alice au pays des merveilles, qui entre nous de Lewis Carroll est une allégorie de la drogue, mais ça il fallait pas le dire à l'époque. Mais sinon, alors ça c'est plus tendancieux parce que c'est pas évident, c'est ta forme d'interprétation. Il y a le morceau qui est mon morceau préféré de Pink Floyd, qui s'appelle Comfortably Numb. Qui est donc sur l'album The Wall, qui, si on voit le film d'Alan Parker, est lié à la drogue, enfin au contrôle, enfin calmé par la drogue et tout. Et pour moi, ça colle bien avec un monde dystopique, genre Les Fils de l'Homme. Ce côté, voilà, allez, l'idée d'être calme, posé et tout, voilà, d'être dans une sorte de confort, mais en fait ne pas pouvoir voir ce qui se passe autour parce que finalement, qu'est-ce qui serait mieux dans la vie, être vraiment au fait des choses et être triste ou se fiche de tout ce qui se passe autour et d'être tranquille, apaisé, etc. Et ça, c'est une chanson qui questionne beaucoup là-dessus. Et quand on voit le magnifique film Pink Floyd The Wall d'Alan Parker, je pense que c'est une chanson. Alors, je crois que il y a eu plusieurs interviews de Roger Waters qui dit ouais, c'est sujet à interprétation, c'est pas forcément sur la drogue. C'est aussi pour montrer aux gens qu'il faut être. C'est pas parce qu'on est dans notre torpeur paisible qu'on va être heureux, quoi. Mais justement, des fois, la drogue, s'évader, oui, mais est-ce qu'au final, on n'évite pas ainsi de faire face à une certaine réalité? Est-ce que voilà. Donc cette chanson, je trouve elle est passionnante là-dessus. Non, mais en tout cas, en plus, elle fait écho à l'évasion dont on parlait tout à l'heure. Exactement. L'évasion par la non-action ou ici dans le film l'évasion avec l'espoir et justement aller à travers l'enfer. Bonne question. Mais c'est vrai que. Ok. Donc la deuxième question, c'est le stupéfiant. Donc ça, c'est ton film qui va parler de drogue ou en tout cas évoquer le sujet préféré. Ça, c'est difficile parce qu'il y en a plein. Alors, il y en a un qui m'a marqué terriblement. Depuis, je ne l'ai pas revu. C'est un film qui me fait peur, entre guillemets. C'est Requiem for a Dream. Je l'ai vu une fois, ça m'a. J'ai jamais osé le revoir parce que c'est peut-être l'un des films les plus durs sur la drogue et au-delà de la drogue même. Enfin, c'est terrible. Et sinon, allez, on va faire plus fun aussi de Big Lebowski parce que quelque part, le gars qui décide de se mettre en marge de la société en fumant son pet avec son petit alcool et tout, hein, le dude, c'est un peu Michael Caine dans. Ouais, bien sûr, il y a un peu ça. Hein. C'est quelqu'un qui rejette, et là, dans The Big Lebowski, il rejette purement la société, qui n'est pas encore une dystopie et tout, mais il en a pas envie, quoi. Et quelque part, c'est un feel good, quoi. Et puis, il y a un film français aussi que j'ai vu il y a longtemps, que j'ai pas revu depuis, c'est Le Péril jeune de Clapiche. Mais tu sais que tu me fais plaisir, là, parce que tu es le premier à le citer. Et moi, pour moi, c'est un film vraiment qui m'a marqué quand j'étais ado. Et le premier film de Clapiche. C'est au moins l'un de ses premiers, ça c'est clair. Avec Romain Duris qui était tout jeune à l'époque. Ouais, qui était d'ailleurs même pas un film cinéma au départ, hein, qui était un film pour Arte et qui finalement a été mis un peu au cinéma, je crois, mais c'était un excellent film. Romain Duris, Élodie Bouchez. Ah oui, Vincent Elbaz aussi. Ouais. Vincent Elbaz, ça a vraiment été une lampe de lancement. Et moi, j'adore ce film. Voilà, il a peut-être un peu vieilli, c'est vrai que, mais très, très bonne référence en tout cas. Et oui, puis tu vois la jeunesse qui essaye d'avancer, d'avoir ses perspectives d'avenir, et à un moment, oui, la drogue, elle tourne, hein, quoi, ça c'est sûr. Hein. C'est un film dramatique pour les jeunes. Hein. Moi, il m'avait marqué quand même sur la finalité aussi, c'est assez dramatique.
Oui, c'est vrai qu'il y a un rappel aux réalités. Mais il y a une bande son qui est très bonne. Parce que ça se passe dans les années 80, mais enfin, ils écoutent encore de la musique des années 70. Je me souviens qu'il y a des morceaux d'émeute Ouais. sur la musique de Joplin. Voilà, Janis Joplin. Ah Excuse-moi, bah oui, forcément. Alors, Janis Joplin, bah oui. je n'arrivais pas à remettre le. Mais c'est ça, il y a pas mal de musique d'elle dedans aussi. Ça dynamise bien le film. Donc en tout cas, très, très bonne référence. C'est vrai que ça fait Et, longtemps que je l'ai. Requiem for a Dream, je l'ai fait en entretien Ouais. avec le voyageur du cinéma. Ouais, Et ouais. c'est vrai que je te confirme, c'est un hyper culte. Tu regardes le film. Ouais. Et après, il y en a qui. Non, Il y en a qui. arrêtez, Le pire, c'est qu'il y en a arrêtez. qui réduisent Jared Leto dans son rôle du Joker, mais regardez ce film. Ouais. Non, Voilà. c'est un film incroyable, mais qui fait mal. Là, on parlait des Fils de l'Homme en disant que c'était un film dur. Bon, après, Ah bah. il y a pas que lui qui est dur. Écoute, on va finir par le fait tourner. Donc là, le fait tourner, c'est la dernière étape. C'est toi, c'est une mise en avant de ce que tu aurais envie de. Que ce soit, alors, des fois, les gens mettent en avant des youtubeurs ou en tout cas des podcasts. Donc, toi, tu peux mettre. Enfin, en fait, c'est un petit moment où tu peux mettre en avant ce que tu veux. Ah, c'est difficile parce que YouTube, c'est. Bon, si on reste dans le domaine de YouTube, podcast aussi, c'est une mine de gens hyper passionnants. Il y a des choses remarquables qui se passent. Et puis, depuis quelques mois, là, il y a même des nouvelles têtes qui émergent et qui font du bien au paysage. Bah, je vais en citer quelques-uns. Par exemple, Microciné, Samir, qui s'y passe par là, je le salue parce que là, il nous fait plaisir avec des thématiques extraordinaires, des intervenants de folie. Ça fait du bien. Ça fait du Ouais, bien. mais la barre Ah, assez mais haut. Samir, voilà, il en connaît un rayon. Puis en même temps, même s'il en connaît un rayon, tu vois, il t'ouvre à son univers. Hein, il va pas se reposer en mode, voilà, moi je m'y connais et tout. Il s'y connaît, mais il t'invite et il discute avec toi. Et même il découvre des trucs. Il a fait des trucs sur Marvel et tout, alors que à la base, c'est pas son Ouais, truc. ouais, C'est ça qui est génial, quoi. Tu vois, ouais. donc t'as Microciné, t'as Querelle aussi, leurs amis. Enfin, ils étaient ensemble avant. La fuite en vidéo, Alex, bon, ça, c'est notre ovni à nous, quoi, qui va parler autant de musique que de cinéma, en mode, allez, tranquille, posé, il fait ce qu'il veut, et ça fonctionne bien, quoi. Et puis, je peux mettre aussi en avant on n'en parle pas beaucoup, mais Métaphore-moi ça, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Métaphore-moi ça, c'est quelqu'un qui parle de cinéma avec les métaphores qu'il voit dans les films, et c'est passionnant. Ça tourne parfois autour de Lovecraft, cinéma asiatique. C'est génial. Donc, vous tapez métaphore, moi, ça. Voilà, hop, vous trouverez. Le Ah ouais, Filmonaute. Je ne sais pas si tu connais le Filmonaute aussi. non, Il n'a mais pas beaucoup de vidéos, mais alors c'est extraordinaire. Ses analyses sont absolument extraordinaires. Et puis, il y en a un petit nouveau récemment qui a que 3 vidéos qui s'appelle Animare. Animare, enfin, Animar, si vous voulez, ARE à la fin. Voilà, qui est. Alors, je me sens proche de lui parce que je le connaissais dans le monde de la musique avant et il est éducateur avec des jeunes et il fait des vidéos éducatives avec le cinéma sur les plans, le fusil de Chekhov. Il a parlé d'Alien, le lexique et tout. Et c'est passionnant si vous voulez découvrir certains termes techniques. Voilà. Et YouTube, c'est une mine d'or. Hein. Je pourrais saluer les amis aussi qui se reconnaîtront. Voilà. Je vais pas les citer parce que j'ai en oublié. Donc, ils m'en voudraient pas. Mais voilà. Vous voyez les vidéos que je fais en duo avec certaines personnes sur ma chaîne. Voilà, quoi. Mais c'est passionnant, YouTube. Et bon, on n'oublie pas les plus gros qu'on aime aussi. Hein, Film Talker, Zoltan, voilà. Hein, qui sont toujours dans le coin. C'est un petit peu nos pères à nous, quoi. Et puis il y a les grands-pères du Randall et tout. c'est ça. Écoute, en tout cas, moi je te remercie vraiment pour cette émission. C'était vachement sympa. Mais merci à toi, ça me fait super plaisir. L'échange, je pense, il est bien intéressant. Enfin, pour moi, on a évoqué tous les points forts du film. Bon, après, on pourra encore en parler, hein, bien sûr, mais déjà, là, on a fait un bon boulot. Et il y a quelque chose que je voulais quand même rajouter sur ce que tu fais dans ton travail, parce que tu l'as dit un peu, mais c'est que je trouve que tu es aussi pédagogique dans tes vidéos d'impro. Il y a un côté où tu
c'est ce côté humble, en fait, de raconter ce que tu sais, mais enfin, en le faisant de manière assez facile, enfin, à écouter, quoi. Donc, j'ai oublié de le dire en début d'émission, mais c'est vrai que il y a un côté, en tout cas, où c'est agréable de t'entendre parler. Et là, dans cette émission, je trouve que ça s'est encore vu. C'est mon métier, ça. C'est assez lié à mon métier. C'est un petit peu, c'est plus qu'un métier, c'est une vocation à ce niveau-là. Et faire des vidéos YouTube aussi, finalement, tout est lié. Le côté transmission, mais en même temps en restant à sa place, parce qu'on a beaucoup à apprendre de notre côté également. Donc, voilà. Eh ben, en tout cas, c'était parfait. Merci à toi Merci Rodolphe. pour m'avoir accordé ce temps-là. Merci à tous ceux qui ont regardé ou qui vont en tout cas écouter cet entretien. Et à la prochaine. À bientôt, à la prochaine. Ciao, ciao. Allez, vas-y, pas cool, abonne-toi.